Bonsoir à tous, bienvenue dans Saderail, le podcast qui a retrouvé ses fantastiques Pogačar, Vingegaard, tous deux victorieux de leur course de rentrée. On va y revenir dans la première partie, il n'y aura pas que ça évidemment, parce qu'on va essayer de faire des petits thèmes sur les courses qui se sont disputées, notamment la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de courses, et puis on va ensuite direction la Belgique, avec les classiques pavés qui commencent, Lumloop Het Nieuwsblad, et puis Kuurne Bruxelles Kuurne, voilà, enfin on va s'amuser c'est sûr, avec... Bien sûr, on a pris l'expert belge du cyclisme, James, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour James. Salut à tous. James Salut, qui est pour Johan. l'instant tout seul. Alors pour l'instant, parce qu'on doit attendre la type qui est peut-être dans un tunnel depuis tout à l'heure. On l'attendait, on a démarré sans lui, mais n'empêche qu'on va arriver à quelque chose, puisque James, tu as regardé quasiment toutes les courses. Pas toutes en intégralité, mais tu as suivi un petit peu tout ce qui se passait. Tu avais un plein d'écran autour de toi. Ouais. J'ai super attentif, motivé pour voir un peu qui sont les hommes en forme avant ce week-end d'ouverture. Ouais, les hommes en forme, on les connaît. C'est Pogačar et Vingegaard, on va en parler tout de suite. Avant, je le rappelle, encore une fois, nous sommes sponsorisés par l'ACA, l'assurance vélo collective, LAKA. Voilà, si vous voulez assurer votre vélo contre le vol ou la casse, vous allez sur le site internet. Vous avez le droit à 30 jours gratuits avec le code SADERAIL. Ça, c'est fait. On va tranquillement et doucement assurer le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat pour toutes ces courses que vous avez évidemment, je suppose, regardées si vous êtes là avec nous en direct, en live sur Twitch. On va parler donc de Tadej Pogačar, bien sûr facile vainqueur à domicile de l'UAE Tour, mais ça a été plus difficile que prévu, ou peut-être en tout cas plus difficile tout court pour Jonas Vingegaard. On va déjà commencer par le grand patron. Il n'y a pas de surprise pour toi, pour Pogačar. Il est venu, il a vaincu, il était chez lui, la concurrence ne lui a pas donné beaucoup de fil à retordre, il a même fait des échappées comme ça sur du plat. Vraiment, on a vu Tadej Pogačar s'amuser tranquillement. Il n'y a rien à retirer vraiment de ce qu'on a pu voir de Tadej. Non, absolument rien. Voilà, largement au-dessus. Le lead-out raté à la première étape, c'est le seul couac sur ce sprint en légère montée. Oui, on l'a vu essayer de sprinter. En tout cas, il a essayé de tout faire. Oui, il a vraiment tout fait. Je pense qu'il s'est bien amusé. Bon, on avait évidemment cette volonté pour le Tour national. Il faut quand même le dire que c'est le Tour national. Ouais. Il y avait un sérieux camouflet l'an dernier où vous avez été humilié. Par un Belge en plus. Par un Belge en plus, voilà, qui s'est fait humilier cette année voilà. en étant pris dans la bordure lors de la dernière étape. C'est vraiment dommage. Mais pour le reste, voilà, il était au-dessus et il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ce qui était surtout intéressant, c'est de savoir qui allait faire 2 et 3, les places dans le top 10. Et là, on a vu quand même des choses intéressantes, notamment de la Movistar, les deux là-bas, Romeo et Castrillo, ouais. Et Castrillo. Franchement, c'est très intéressant ce que nous propose la Movistar depuis le début de la saison. Ils sont même, je crois, troisième si on fait le ranking depuis le début de la saison. Donc, c'est vraiment très intéressant, sans oublier ce qu'a fait aussi Romo au Tour Down Under. Donc, collectivement, c'est bien. Donc, ça part très bien pour la Movistar. Ouais. Mais pour en revenir à Poggi, voilà quoi. Sur sa planète, tout seul. Pour en revenir à ces deux coureurs, je ne sais pas ce qu'on en pense dans le chat, mais c'est surtout que la Movistar se cherchait quand même des leaders, notamment sur tous les terrains, on va dire, parce que Enric Mas, il n'y a pas de problème, mais il avait quand même cette petite faiblesse en chrono. Et là, Romeo, ça roule, c'est champion du monde espoir, donc autant vous dire que ça va. Mais en plus, ça grimpe très bien. Castri aussi, pas trop mal sur le chrono. Et franchement, Movistar, moi, c'est pas que j'aime particulièrement cette équipe, mais c'est quand même un gros contingent du peloton professionnel. Et donc, du coup, les voir quand même avoir des belles cartes à plus haut niveau, quand même, c'est un peu plus sympathique parce qu'ils avaient reculé quand même de rang depuis, bien sûr, les Valverde, Quintana, etc. Donc, très, très, très sympa de voir ce qu'a pu donner la Movistar sur l'UAE Tour. Par contre, je sais pas. On a été du côté du Portugal, je ne sais pas si tu as tout regardé. Ça a été beaucoup plus difficile du côté de Jonas Vingegaard, qui certes remporte ce Tour d'Algarve. Bravo à lui grâce à un magnifique chrono, mais a été battu en montagne par UAE notamment. Est-ce que pour toi, c'est inquiétant ou pas ce qu'a montré Vingegaard, ou est-ce que pas du tout, il ne faut pas vraiment tirer de conclusion maintenant ? C'est encore un peu tôt. Ce qui était un peu dommage pour lui, c'est
le manque de soutien dans cette étape de montagne. Il s'est vite retrouvé seul. Donc ça, c'était un petit peu faiblard. Donc collectivement, c'était un peu faible. Et puis c'est vrai que son démarrage à 2 kilomètres de l'arrivée manquait clairement de tranchant parce que ça n'a pas fait la différence. Quand on s'appelle Vingegaard, on se dit ah bah oui, il va placer une attaque et peut-être qu'il y aura que Roglic dans la roue. C'était un peu ce qu'on aurait pu imaginer avec peut-être un Almeida qui est joué à domicile. Mais on a bien vu que ça n'a pas suffi. Est-ce inquiétant? Bah non, on est qu'au 25 février, il faudra un Ouais. peu se calmer. Il n'a pas fait de stage en altitude. En fait, ce qui est un peu plus inquiétant, en fait, c'est sur le court terme, c'est de voir une équipe Visma Leasebike qui manque un peu d'explosivité, parce que si on va un peu plus loin avec Wout, mais on parlera de lui Bien sûr. encore en détail, ben on voit que les deux manquent un peu de tranchant. La force est là, puisque le chrono, il faut 1 et 2, donc ils ont de la force, ils ont de la condition, sinon tu ne gagnes pas le chrono comme ils l'ont fait, mais ça manque un peu d'explosivité. Donc il manque les petits pourcentages de forme pour vraiment être, en fait, pour marcher sur la concurrence comme l'a fait Poggi à l'UAE Tour. Ouais, en plus, voilà, il a été battu par notamment la stratégie du AE qui avait lancé Christen dans la bataille un peu plus tôt sur cette étape, voilà, peut-être la plus importante de ce Tour d'Algarve, pardon. Donc battu en montagne, ça c'est clair. Mais il y avait aussi Roglic qui était dans ce monde-là. Alors là, je crois que je l'ai jamais vu, Roglic, que ce soit sur le chrono ou en montagne. Il était pas très loin, certes, mais là, je sais pas si c'est plus inquiétant, mais quand même, il vise le Giro qui est plus proche que le Tour de France pour Jonas ou Pogacar. Un tout petit peu plus, oui, quand même. Parce qu'à la fois, il est absent des deux grands rendez-vous, en fait. Il est pas là sur l'étape de montagne, pas d'attaque, très passif. Le chrono, bon, j'ai pas envie de paniquer parce qu'il y a certainement un mauvais dosage, parce que c'est un chrono particulier, parce que vous avez une partie toute plate et puis vous terminez par une montée. Donc, vous avez peur d'aller trop doucement pour en garder dans la montée, ou alors vous faites l'inverse, vous avez peur de vous cramer en partant trop vite et de ne plus avoir de force dans la montée. Donc c'est un chrono très difficile à gérer, il y a un mauvais dosage, mais ce qu'il a montré n'est pas très rassurant. Maintenant, on a le temps pour s'améliorer. Le Giro, c'est dans 2 mois et demi, donc ça va. Heureusement qu'il n'y a pas d'objectif à court terme, comme là, Wout pour ici le Newsblad, même si évidemment l'objectif principal, c'est de claquer un des 2 monuments, Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Oui, bien sûr, ça serait bien de l'avoir dans l'escarcelle pour Wout van Aert. On y reviendra bien sûr en deuxième partie. Je suis en train de regarder un petit peu vos messages dans le chat. On me dit que Poggi n'a pas vraiment impressionné pour Jackie Bosberg parce que sa fréquence de pédage était un peu lourde. Bon, oui, après, il a... C'est vrai. Oui, mais est-ce qu'il a vraiment forcé? C'est ça aussi. Puis peut-être les stages différents, il avait peut-être les jambes un peu lourdes pour une fois. Enfin, toi, t'as trouvé ça aussi, ouais? T'as trouvé un peu... Un tout petit peu. Je Ouais. l'ai trouvé moins saignant aussi sur les démarrages. Ça manquait un peu de jump, de niaque dans le démarrage. Alors évidemment, c'est suffisant par rapport à cette concurrence-là. Il arrive à ses fins quand même. Mais quand on voit le démarrage qui place, notamment sur la dernière étape, ça prend un tout petit peu de temps pour quand même se débarrasser de tous ses adversaires. Alors évidemment, on se montre extrêmement exigeant avec lui. Enfin, en fait, surtout par rapport à ce qui nous a habitués en 2024, où un simple démarrage en 10 secondes, il n'y avait déjà plus personne dans la roue. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc là, je veux bien croire que l'explosivité n'est pas encore à 100%. Mais encore une fois, ça reste largement suffisant pour cette épreuve et vu cette concurrence-là. Parce qu'évidemment, le seul qui est capable de lui mettre des bâtons dans les roues, ça reste pour l'instant Vingegaard. Ce qui est surtout inquiétant, c'est au niveau des collectifs. Au-delà des individualités, moi je vois surtout un collectif Visma qui n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup. Et en face, l'UAE Team Emirates avec Christen Morgado. Ouais, il y a eu Joao Almeida, il y a eu Sivakov qu'on a vu sur la Ruta del Sol qui le remporte. Il y avait Kuss au Tour de Lander déjà. Il y avait Kuss aussi à la Visma Leasebike, mais alors Kuss, il a perdu de sa superbe. C'était quand même l'un des meilleurs équipiers, si ce n'est le meilleur équipier, même pas qu'en montagne, mais on va dire en globalité. Là, franchement, on l'a perdu totalement. Il est en perdition. Il n'aide même plus ses leaders. C'est ça qui est terrible aussi. Ça leur fait mal. C'est un peu compliqué. Ouais. Et puis, pour conclure,
le facteur chance, ça n'a toujours pas tourné, hein. Il y a toujours les mêmes problèmes pour Visma, les maladies, les chutes, l'infirmerie est déjà bien remplie, tandis qu'en face, intouchable, l'UAE Team Emirates, il n'y a rien. Même Jay Vine reste sur son vélo, qui est quand même fou. Hein, C'est vrai, un c'est peu vrai, c'est d'ironie. vrai. Après, c'était en Oui. montée, mais oui, il a fait une superbe. Ouais. Lors de la première victoire d'étape, c'est vrai qu'il était bien présent. Et donc pour l'instant, on a une tendance au niveau des collectifs qui a l'air de se creuser même un petit peu. Et je crois que c'est ce qu'on va voir lors des classiques, à la fois en Belgique, mais à mon avis en France, sur les courses en Ardèche, là, vu l'équipe alignée samedi et dimanche, waouh, Ouais, va falloir s'accrocher. Hein. En Ardèche, c'est un drôme classique, donc il y aura encore du beau monde. Donc vous avez vu aussi la Ruta del Sol avec nos amis les Français qui ont plutôt performé. On va plutôt faire, on va faire une espèce de revue de presse, on va dire, James, entre nous, pour voir qu'est-ce que tu ressors de cette dernière semaine de compétition. Mais comme tu es là et que tu es notre Belge préféré, j'ai deux choses à te proposer. Mais même la première chose, c'est sur la course au sprinter, au meilleur sprinter. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. Et tu vas être intéressé par Tim Merlier, avec Jonathan Milan et Jasper Philipsen, tu vois, deux Belges déjà, ou encore Milan Fretin. Donc on a vu quand même pas mal de belles choses pendant cette semaine-là. Qu'est-ce que tu retires finalement de cette course, on va dire, au titre de meilleur sprinter, qui est honorifique évidemment. Mais bon, il y a peut-être beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Moi, ça me fatigue en fait, ce Bon. débat. Qui est le meilleur? Parce qu'en fait, le sprint, c'est tellement un exercice où d'équilibriste, où ça se joue sur des petits détails. Est-ce que tu es bien lancé? Est-ce que tu n'es pas lancé? Est-ce que tu es un petit peu gêné, etc. Franchement, ça se joue sur des détails. Ce qu'on voit, et c'est surtout ça qui est important, c'est qu'on a 3 gars qui sont largement au-dessus. Merlier, Philipsen et Milan. Derrière, il n'y a pas match. Il n'y a personne dans cette catégorie-là. Peut-être que Coy peut s'intégrer dans ce trio-là. Et encore. Mais derrière, toutes les discussions. Ah oui, mais c'est Milan. Ah, et puis Merlier en gagne 2. Ah, mais c'est Merlier le meilleur. Ah, mais Philipsen, il a quand même fait 2 fois deuxième. Il a été déclassé. Enfin, franchement, moi, ça me fatigue un petit peu. Mais je sais bien qu'il faut toujours faire des hiérarchies, qui est le meilleur, etc. Moi, je vois surtout des pôles de sprinteurs avec cette catégorie 1, avec ces 3-là. Et puis, on a une catégorie 2, et puis une catégorie 3, et puis une catégorie 4. Moi, je le vois comme ça. J'essaye surtout de faire des groupes de sprinteurs. Et voilà. Et alors, du coup, il n'y a pas de déception par rapport à Jasper Philipsen dans les médias ou même par rapport aux observateurs, parce que c'est vrai que dans ce duel, ce trio-là en tout cas qui s'est battu pour une victoire d'étape ou des victoires d'étape sur l'UAE Tour, c'est le seul à rentrer bredouille. Ouais. Et ça aussi, je sais pas si c'est inquiétant en tout cas, mais est-ce que c'est parce qu'on l'attend plus maintenant sur les classiques? Est-ce qu'il y a cette transition-là qui est en train d'être faite? Mais bon, Milan, on va le retrouver aussi, ça c'est sûr. Hein. Il pourrait être aussi parmi les candidats aussi à de beaux succès. Mais voilà, je sais pas trop. Parce que Jasper Philipsen, ça fait quand même, on le voit quand même un peu plus ces derniers mois, même si le dernier Tour de France, il gagne encore un peu, on le voit un peu moins aérien que d'habitude dans les sprints. Oui, mais voilà, la concurrence progresse aussi. Milan, voilà, est dans une courbe ascendante. Philipsen reste à un niveau hyper régulier. Seul problème de Philipsen, c'est que des 3, c'est un peu le mauvais élève dans la mesure où parfois il va à la limite, mais parfois déclassé. Et du coup, voilà, ça c'est un petit peu problématique pour lui. Mais la vitesse est là. Le seul problème aussi, c'est qu'au niveau de l'avantage psychologique, oui, les deux autres ont un petit avantage parce qu'ils ont déjà gagné. Et c'est vrai que pour Philipsen, il y aura un petit peu plus de pression parce que les sprinteurs, c'est comme les attaquants en foot. Voilà, si tu marques pas de but, au bout d'un moment, t'es critiqué, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et tu te mets la pression toi-même parce que tu te dis, voilà, j'ai la responsabilité d'amener des victoires à l'équipe. Et j'ai toujours un petit truc pour m'emmerder, soit c'est Milan, soit c'est Merlier, soit je suis déclassé, soit je suis gêné, ou je suis mal lancé, ou je suis trop loin, etc., etc. Et du coup, on se ramène ici sur un week-end d'ouverture avec un peu plus de pression. Mais il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il a quand même montré qu'il était dans le coup. Parce que
quand on voit les arrivées, il n'y a pas une énorme différence. Peut-être Merlier sur l'étape où il lance super loin, il gagne avec 4 Ouais, vélos d'avance, ouais, mais il a il été nous a fait malin, une ouais. Merlier. C'est vrai que Merlier, quand il est lancé à plein régime, c'est quasiment inarrêtable. Mais il a montré quand même, il y a une étape où ça se joue sur quelques centimètres. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas hyper inquiet pour Ok. lui. Ça va le faire. Ça va le faire. Il a juste besoin de claquer une victoire, et si possible en Belgique. Mais pour l'instant, il n'y a pas de critique. Ouais. Et pour Milan Fretin, alors moi, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Certains ont répondu, peut-être qu'ils sont dans le chat aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il a attendu comme, enfin, il était attendu et même il est attendu comme le futur aussi pour les sprints, parce que c'est vrai que on le connaissait un petit peu, il était capable de faire de beaux sprints, mais là, il est capable maintenant de dominer dans des courses où il y a un beau plateau, mine de rien. Oui, il est en train de sérieusement progresser. Euh, mais pour l'instant, c'est encore un peu le Belge inconnu. Et même dans la presse flamande, on avait titré le jour de sa victoire, un Belge surprenant gagne la Classica à Almeria. C'est bien la preuve que voilà, Fretin, c'était un peu le gars, c'est un peu le nobody. Mais il est en train de prendre du galon. Sa victoire ici à Algarve Ouais. est très révélatrice de sa force, de sa puissance, de sa progression. Prochaine étape, bah oui, maintenant c'est aller se mesurer sur des classiques face au top 3, hein, le top 3 du sprint mondial. Quel est son niveau par rapport à ces trois-là? Est-il capable déjà d'aller, ne serait-ce que rivaliser un tout petit peu, ou voire même mieux? Bah, là, on aura la réponse peut-être déjà à Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Moi, je pense qu'il est encore en dessous, mais il est en progression, en confiance surtout. Donc, il est en train de monter en flèche et d'atterrir là dans la catégorie, de passer de 3 à 2 pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il il va faire partie des coureurs qu'on va citer en second rang par rapport à ces fantastiques du sprint. Et évidemment, moi, je voulais aussi parler des Français avec ce qu'on a vu aussi. On a vu alors la chute de Bardet. Alors, je ne sais pas ce qu'on en pense évidemment encore une fois dans le chat, mais Romain Bardet, il a vraiment, je trouve que j'en discutais avec plusieurs personnes dans le milieu du vélo. Il y a toujours, quand il est au moment de quelque chose, ces dernières années, on va dire, je prends le Giro où il est malade, ou à un autre moment il est en pleine forme, il tombe. Il y a toujours quelque chose en ce moment pour que, voilà, ce petit moment où il lutte avec les leaders, et il lui arrive une catastrophe malheureusement pour Romain Bardet, donc qui est tombé. Il y a rien de grave, c'est sûr, mais ça va ça va le ralentir dans sa progression, ça c'est sûr. Mais il a montré de très belles choses, notamment du côté de l'Algarve. Je voulais noter aussi Clément Berthet pour Decathlon AG2R qui a fait voilà, une très belle Ruta del Sol avec une deuxième place derrière le Pavel Sivakov qui est français, c'est vrai, on a du mal à se le dire nous parce qu'il a été naturalisé depuis quelques années. Et puis surtout Romain Grégoire. Alors moi il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Romain Grégoire, c'est je ne sais pas où le classer. Romain Grégoire, on nous l'avait vendu au départ en tant qu'espoir, etc. On nous l'avait vendu en mode Romain Grégoire, il peut gagner des classiques, Liège-Bastogne-Liège, etc. Donc en tout cas, c'était ce qui était annoncé sur le papier. Il grimpe bien, donc on l'a vu, il est capable de bien grimper. Et là, maintenant, il est au niveau du contre-la-montre vraiment hyper fort. Et je me demande en fait ce que veut en faire à la Groupama FDJ. Est-ce que ça va être un mec d'un jour? Est-ce que ça va être un mec voilà, de plusieurs, d'une semaine? Je ne sais pas trop en fait quoi en penser. Alors qu'il y a Tonio Anto qui est arrivé en plein milieu. Alors, je pose la question sur Romain Grégoire, Tonio, et après on arrive te voir dans pas longtemps. Ah, allez-y les gars, allez-y. T'inquiète, on arrive. Je vous écoute. Incroyable arrivée. Mais en fait, c'est un gars qui est presque inclassable parce qu'en fait, il sait tout faire. Donc c'est ça en fait son style, c'est qu'il sait tout faire ce garçon. Maintenant, le problème c'est il n'excelle dans rien. Il est très bon partout, mais il n'excelle dans rien. Donc ça va être à la fois sa force et sa faiblesse. Moi, en fait, il est sur la lancée dans le style d'un Julien Alaphilippe qui était lui aussi capable sur de tout faire, quelques coups d'éclat sur des courses par étapes d'aller faire un bon classement. Il a aussi gagné des chronos. Rappelez-vous, au Tour de France avec son maillot jaune, il gagne un chrono. Tout à fait, Pourtant, il n'est pas catégorisé et catalogué comme un spécialiste du chrono. Mais c'est juste un gars Romain Grégoire, c'est la classe. C'est tout simplement, c'est un coureur de classe.
chez les espoirs, c'était l'un des meilleurs, si pas le meilleur de sa génération sur les courses d'un jour. Voilà, c'est juste un coureur qui a la classe, point barre, et ça s'arrête là. Mais en tout cas, Romain Grégoire se surprend lui-même parce qu'il a déclaré: je me surprends, je ne Ouais, m'attendais notamment pas les à ça chronos, sur le ouais, chrono, ouais. ça donne des idées. Maintenant, il ne faut pas se disperser. C'est ça en fait. Son point fort, ça reste son punch, les courses d'un jour, mais il prouve que, voilà, il peut, sur certaines épreuves par étape, pas toutes, eh bien, il pourra aussi se faire plaisir en faisant de temps en temps un petit général. Donc voilà, Une question tout pour simplement. toi, tiens, Anto, vu que tu viens d'arriver, parce qu'on parlait un petit peu de toutes les courses qu'on a vues dernièrement, et on va passer à autre chose, hein, évidemment, mais tant que tu es là, pour parler d'un cyclocrossman, Tom Pidcock, je sais pas si tu as vu, qui gagne un peu partout, est-ce que tu penses, merci Anto d'être là en tout cas, de venir. Bah Au oui, pied au pied levé, levé. messieurs, Bah, je te pose bonsoir. direct une question. Bonsoir. Est-ce que tu penses, Anto, qu'une course par étape, ça y est, maintenant il est lancé, maintenant ça va être le prochain mec qui va nous gagner ou qui va jouer un grand tour, un podium de grand tour. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas c'est c'est vers ce qu'il essaie d'aller en tout cas. De grands tours pour l'instant, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à avant. Il est là sur des courses d'une semaine. Tu sais très bien, enfin vous savez très bien qu'entre une course d'une semaine, attendez parce que j'ouvre rapidement quand même le conduc, très très beau conduc Ah d'ailleurs. bah merci Vous savez beaucoup. très bien qu'entre une course d'une semaine et une course de 3 semaines, il y a quand même des grandes différences. Euh, Gros début de saison de Pitcock, il n'a pas fait de cross. Bah Visiblement, il oui. s'est plutôt bien adapté à son équipe. Ça le met en confiance. Maintenant, c'est pareil. Bon, j'ai pas regardé tous les résultats, j'ai pas vu exactement contre qui il gagnait, mais je pense pas qu'il y avait non plus. Voilà, il y avait pas non Non. plus toute la concurrence. Donc, faut rester quand même bon pour l'instant humble. Je pense qu'il s'est pas affolé non plus. Voilà, il a pris ce qu'il avait à prendre en début de saison. Mais c'est vrai que c'est un gros début de saison. On n'a pas l'habitude de le voir faire un début de saison comme ça parce qu'habituellement il faisait du cross. Donc on le voyait arriver un peu plus tard. Là, on le voit arriver très en jambes. Maintenant, de là d'aller vous dire que c'est un mec qui va gagner sur un grand tour, ça me semble un petit peu optimiste quand même. Mais en tout cas il a l'air Non, mais libéré. ça en fait en tout cas un favori pour samedi, hein. Ouais. Après, c'est sûr que C'est là, vrai par qu'il est là. rapport à ce qu'il nous a fait voir, ouais, il est en jambes en tout cas, c'est sûr, par rapport à d'autres. Bon, on viendra sur, vous inquiétez pas sur les classiques. Donc on va pouvoir clore donc ce débat sur ces courses qu'on a vues ces derniers temps avec la rentrée notamment de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Donc je vais très vite aussi. On avait Widar aussi, notre pépite belle, James, bien grimpé du côté Ah oui. du sud-est, qui a été plutôt pas mal. Il manque, alors il disait, il a encore du mal à frotter, à bien se placer, mais sinon Ah, ça grimpe plutôt bien. son point faible, hein, il ne Il sait fait pas frotter. 1m60. Son placement dans un peloton, c'est très compliqué. Et Ce que je retiens aussi surtout, c'est qu'on annonce déjà sa défaite face à Paul Sexas ah, oh, il va y avoir un match. au Baby Giro. Voilà. Bon, j'attends de voir ça quand même si moi, Paul Sexas, il m'a bluffé sur ce qu'il a montré. C'est dommage qu'il se ramasse Ouais, sur une chute, parce après que avoir j'aurais bien roulé, voulu ouais. voir ce que ça aurait donné. Mais c'est vrai qu'il m'a franchement fait une sacrée impression. Il sort des juniors, hein. Encore un qui a zappé les espoirs, mais Ouais. c'était Bon, époustouflant. à voir. Donc, c'est-à-dire qu'après Kian Hudebrox et Lenny Martinez, il y aura donc ce duel entre Paul Sexas et Jarno Widar. On verra ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va dans on n'attaque pas. Et après, ne t'inquiète pas, Anto. On va parler des classiques. On va pouvoir se poser. Stop, top, top, les amis, on va vous freiner un petit peu pour faire une petite page de pub avant le retour de l'émission. On va vous parler de l'ACA. Vous connaissez déjà les assurances pour la maison, pour une voiture, mais vous aimeriez bien aussi assurer votre vélo qui vous a coûté un bras. Eh bien, ça existe avec cette assurance, l'ACA, LAKA. Ce qui est bien, c'est que cette assurance s'adresse vraiment aux cyclistes. Vous pouvez casser votre vélo dans votre sortie du dimanche ou en course. L'ACA vous protège dans ces moments-là et vous pouvez stopper cette assurance quand vous le voulez. Et un petit cadeau, avec le code SADERAIL, vous obtenez un mois gratuit. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Bon, normalement, on attaque pas. Faut tout réexpliquer, Anthony, parce que évidemment, il revient. Ouais, je suis en train de lire le conduc rapidement. Oui. Non, mais en Et fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paragraphes par rapport à nos conducs cyclocross. Nous, c'est plutôt une grosse question, quoi. Bon, là, c'est vrai que c'est assez détaillé. On voit le professionnalisme quand même du chef. Qu'est-ce que tu crois Non, mais en fait, maintenant, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on peut développer le thème qu'on a envie de développer. Donc, je vais laisser à James, de parler de ce qu'il a envie de parler par rapport à ce qu'il a vu dans le vélo. Et puis après, autre que les classiques, s'il te plaît, Anto. Mais si jamais tu as une idée, mais sinon, on passera ensuite aux classiques. James, qu'est-ce que tu as vu dans le vélo qui t'a marqué, que tu as envie de parler, de développer?
Bon, alors ce qui m'a marqué, c'est le début de saison d'Astana, Ok. qui se lance dans son opération maintien, et ça marche plutôt pas mal. Ils ont déjà repris 1300 points sur les 4681. Oui, par rapport à la 18e place. Je fais les petits calculs, parce que voilà, ça m'amuse. J'étais curieux de voir ce que ça allait donner avec ce mercato, je vais pas dire XXL, mais comment ils allaient un peu recycler tous ces vieux produits. Parce qu'il faut bien Ouais, le dire, Diego Ulissi, avec des etc. Ouais. Ulissi, des Masnada, des Champoussins, des Pouls, des Tennyson, c'est des paris Iguita, etc., etc. Bon, ça fait sacrément de paris, et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Et la meilleure image, c'est Scaroni qui vient gagner le Tour des Alpes-Maritimes Ouais. sur le territoire français, sachant qu'évidemment les gros concurrents pour Astana au niveau du maintien, c'est Cofidis et Arkea. C'est à la fois peu mauvaise. Pour l'instant, Astana est en train de réussir son pari. Ça Ouais. va encore prendre du temps parce que 3300 points encore à aller rechercher, ça fait beaucoup. Ça va pas être facile. Les vrais points vont aussi tomber maintenant parce que, bon, avec Ouais, avec les les courses World classiques Tour, et les etc. Ouais. courses Paris-Nice, Tirreno, il ne faut pas se louper. Mais Astana a une stratégie vraiment de placer toujours 2 gars dans les 10 avec un algorithme. Ils choisissent leurs courses. Ils sont pas cons, hein. Ils se disent vraiment, voilà, nous, on sait bien que sur les grosses courses, ça sert à rien. Ils vont mettre une belle équipe. Par exemple, regardez l'équipe qu'ils avaient mise sur les Alpes et Maritimes. Ouais, bien sûr. C'était quand même une Fortunato, sacrée, Champussin, oui, Scaroni, c'est Conchi. très, très, très costaud. Pour l'instant, ils sont en train de réussir un gros coup. Ça va encore prendre du temps, mais moi, du côté de la concurrence, je me poserai des bonnes questions. C'est vrai que Cofidis réalise un très bon début de saison. S'il n'y avait pas cette lutte pour le maintien, on serait en train de dire super, Cofidis, génial, magnifique. Maintenant, si on veut absolument rester dans le World Tour, il faudra faire attention au choix d'équipe. Par exemple, moi, je ne comprends pas pourquoi on a mis Teuns en Algarve alors qu'il y avait la classique VAR sur une arrivée mur de faïence quand on a un Dylan Teuns, ancien vainqueur, s'il vous plaît, de la Flèche Wallonne sur le mur de Huy. Tu ne peux pas ne pas l'aligner sur le mur de faïence qui est une arrivée taillée pour un Dylan Teuns. Je ne dis pas qu'il allait gagner, mais un bon Dylan Teuns sur cette course-là, ça fait top 10 et factuellement, ça fait des points UCI et ils en ont tous besoin. Et Ouais. là, il va s'enterrer en Algarve. Il fait 15e du général. Ça fait 15 points UCI. Et c'est juste ridicule. En Ouais. plus, Buchmann n'avance pas pour l'instant. Ça, c'est hyper inquiétant. Ouais. Donc attention. Ouais, Attention. et puis on voit aussi une autre forme de course parce qu'on voit notamment Astana, en fait tout le monde sprint, tout le monde va jusqu'au Ouais, bout et en fait, Ouais. ok, ils visent la victoire, mais dès qu'il n'y a plus de victoire, ça switch et maintenant tout le monde sprint pour faire 6, 7, 8. Enfin, c'est Ouais. assez particulier, mais c'est une consigne qui a été faite et peut-être que ça va changer la donne. Tiens, Anto, t'avais quelque chose ou pas choisi? J'ai un truc pour toi, je voulais en parler, mais je suis sûr que ça peut t'intéresser sur la réduction de vitesse qui est. Voilà, on en parle Ouais. pour éviter les chutes, etc. Parce qu'il y a plein de... Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a plein de solutions. On propose de limiter le braquet. D'autres disent on va essayer de mettre des machines plus lourdes. On demande aux constructeurs de faire des machines plus lourdes pour alourdir. Je ne sais pas comment on peut faire, etc. Moi, j'avais l'idée de pourquoi pas mettre un maillot avec des coudières, etc. Enfin, des trucs, des protections comme sur les motos, mais que tout le monde a les mêmes. Ça pèse 1,5 kg de plus, mais tout le monde pèse 1,5 kg de plus. 1,5 kg de plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça par rapport à toi qui est au plus près du vélo, vu que tu as Bacon, tu l'as chéri? Ouais, non, on en a déjà parlé l'année dernière, notamment quand il y a eu les grosses chutes. Et d'ailleurs, il y a un article qui est sorti aujourd'hui parce que j'ai vu pas Ouais. mal de monde tirer sur les vélos. Alors, il y a une chose qui se passe de toute façon. Les vélos sont faits pour aller de plus en plus vite Oui. et les routes sont faites pour qu'on aille de plus en plus lentement. Ouais. Donc, il y a un problème. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai vu un article passer aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tout à fait le lire, mais notamment des marques qui disent c'est pas notre matériel qui va trop vite. Faut pas oublier qu'il y a quand même un pilote sur la machine et que c'est aussi à lui. Et on l'a déjà dit, ça notamment dans les prises de risque, dans les descentes ou autres. C'est quand même au coureur à un moment de prendre ses responsabilités et d'appuyer sur les freins. Je veux dire, quand tu vois que ça passe pas, ça passe pas. Bon, après les sprints, c'est encore un autre domaine. Il n'y a pas vraiment de. Alors, on a pensé, oui, arrêter les temps bien avant, mais après tu vas te retrouver avec des sprints à 15-20 coureurs, donc. Et Tu peux limiter pas, le braquet, tu peux. toi qui Voilà, connais bien. limiter les braquets, c'est. Non. Ouais, pourquoi pas, mais tu vois, alors ça veut dire quoi que tu vas limiter les braquets de tout le monde?
Je crois qu'il parlait en 54-11, un truc comme ça, d'arrêter en 54-11 ou quelque chose comme ça, je crois. Alors après, je vais te dire, 54-11 déjà, faut l'emmener au sprint. D'ailleurs, il y a eu des photos là, notamment de Milan qui ont été zoomées où il avait 54, il n'était pas sur le 11, même le 10 parce qu'il a le 10 chez SRAM. Faut savoir qu'au sprint, faut pas croire qu'ils emmènent tout à... Alors s'ils emmènent le plus possible, mais parfois t'as quand même plus tendance à tirer moins de braquets, avoir une bonne ligne de chaîne et amener la plus grosse couronne devant avec avoir une ligne de chaîne la plus droite possible. C'est là que t'as le meilleur rendement en fait. Donc est-ce que je suis pas persuadé. Après, dis attention, ces arrivées, vous avez vu là, c'est où l'arrivée où il y a le Dodan. Juste avant, on parlait de. Enfin là, on les cumule un petit peu, je vais dire, en ce début de saison. Alors, je sais pas si vous avez parlé de l'Algarve. Sur l'Algarve ou la Ruta del Sol, je crois. La Ruta del Sol, à un moment, à 4 km de l'arrivée, ils prennent un petit pont pavé, 4 km de l'arrivée, dans une étape assez plate, et il y a un petit pont dans le rétrécissement, donc tu passes à 2 de front, 3 maximum, c'était bien serré, à 4 km de l'arrivée. Heureusement qu'il y avait une échappée, parce que normalement c'était censé être une étape de sprint, mais des fois j'avoue qu'on tend le bâton pour faire battre. Et je me suis fait la même réflexion à l'UAE, je regardais avec Steve, on s'est fait la réflexion à l'UAE. Alors l'UAE, c'est les autoroutes toute la journée, et ils vont te foutre les arrivées dans des petits pif-paf à la fin. Mais c'est vrai. Et puis il y a eu des chutes à l'UAE, des chutes bêtes, mais faut se dire que les mecs, ça fait 4 heures, 3 heures qu'ils roulent en ligne droite à faire des allers-retours sur les autoroutes, et à la fin, on va leur foutre une arrivée au sprint avec 3-4 virages qui se resserrent où ils passent plus qu'à 3 de front, alors qu'ils ont été habitués à rouler à 25 de front. Alors après, c'est leur job, on est d'accord, mais je suis pas persuadé que le brider les braquets, ça change quelque chose, parce que comme je te dis, je veux dire, le mec, s'il a un bon rapport entre la vélocité et la puissance, ça empêchera pas d'aller vite. Et c'est pas 54-11. Ça serait même intéressant de regarder si souvent ils se prennent vraiment tout à droite. Je te dis, je suis quasiment sûr, je pourrais ressortir la photo de Milan qui est sur le. D'ailleurs, si Steve était là, il nous en parlerait parce qu'il avait zoomé la photo et tout. Et il est 54-15, je crois, un truc comme ça. Et déjà 54-15, tu commences à faire du chemin. Mais j'ai pas d'idée. On en a déjà parlé l'année dernière. Les chutes dans les descentes, c'est pareil. Moi, je pense quand même une chose. Il y a quand même des mecs sur le vélo, c'est ça qu'il faut se dire. C'est quand même à eux de jauger le risque qu'ils prennent. Maintenant, vous voyez, un gars comme on va y venir, je pense à Van Aert. Moi, j'en ai parlé, on a échangé un peu avec Steve. Van Aert dans les sprints, pour moi, c'est terminé. J'ai même envie de dire, faut plus qu'il y aille, ça sert à rien. Van Aert, on voit qu'il y a quelque chose qui a vrillé là-haut. Il a peur. Il a, je pense aussi, la responsabilité. Voilà, il est papa, de petits garçons, machin. Mais vous voyez Van Aert dans les arrivées de la semaine dernière. Il y a des ronds-points ou autres. Il s'arrête de pédaler, il freine. Il freine, il a peur. On le voit, il a peur. Pour moi, il faut arrêter de s'entêter avec ça. Alors, je ne sais pas si on va du côté de la Visma, on va changer le fusil d'épaule. Mais je pense que Van Aert doit arrêter les sprints massifs, en tout cas. J'ai l'impression que c'est un peu partagé pour. Et il a même, pour être tout à fait complet sur le sujet, déclaré lui-même: je ne suis plus parmi les Belges les plus rapides. Tout simplement. Donc, il a l'honnêteté d'admettre qu'il n'a plus cette vitesse. Et il n'a plus non plus cette volonté d'aller prendre des risques. On voit très bien sur les ronds-points, il perd 3 places à chaque rond-point. C'est pas possible. Même si tu t'appelles Wout van Aert et que tu es un mutant, à un moment donné, tu démarres ton sprint à chaque fois de trop loin. Et en plus, il y a un problème d'explosivité. Je suis entièrement d'accord. Il faut arrêter ces histoires de sprint massif. C'est le meilleur moyen pour qu'il aille se péter la tronche, qu'il flingue une saison, qu'il fasse maintenant ce qu'il est capable de faire. Être costaud sur les classiques, faire un coup sur les contre-la-montre, et alors évidemment sur des grands tours, quand on a une étape très sélective, régler un groupe de 15-20, parce qu'il a encore un peu de vitesse, faut pas quand même non plus. Non, exactement. Voilà, il a encore un peu de vitesse, donc un petit punch sur un petit groupe, un peloton très réduit. Là, il y a moyen de se faire plaisir sur les grands tours, mais des arrivées massives toutes droites avec les meilleurs. Il n'arrive déjà pas à battre des gars comme il y avait à Algarve. Ça ne sert à rien d'imaginer face à Milan, Philipsen. C'est mort, terminé. Bon, ça tombe bien, Van Aert, gardez un petit peu ce coureur en tête puisqu'on va en parler, parce que ça sent les classiques pavés. Ce week-end, on recommence une saison et on commence la saison. On recommence une saison. Exactement, on commence vraiment la saison. Super, on en est là. Allez mon petit,
On en remet là. On en remet. Donc c'est le retour des classiques pavés avec donc Lumloop et Newsblad et Kuurne, Bruxelles-Kuurne, juste derrière le dimanche qui se déroule donc samedi et dimanche. Il y aura donc Wout van Aert, pas de Van der Poel. James, je suppose que là, on a envie de voir Wout van Aert où il en est, parce que est-ce qu'on a été rassuré de ce qu'on a vu depuis le début de la saison? Et on parlera aussi des cyclocross, parce que là aussi, parce que ça fait partie de sa préparation. James, est-ce que de ton côté, on est rassuré sur la forme de Wout van Aert qui revient en selle? Évidemment, il faut qu'il se remette en selle. On a parlé pour les sprints juste avant, mais alors, est-ce que son niveau fait que c'est l'épouvantail donc de ce Umloop et Newsblad? Non, pas du tout. Il y a eu des articles tous les jours sur Wout van Aert, encore ce matin, sur son c'est casque. super. Oui, on y va. Hein. Mais évidemment, il y a quand même eu un peu d'inquiétude sur ce qu'il a montré à la fois en Espagne, ici au Portugal. Le chrono, ça a un petit peu calmé tout le monde. Mais Wout van Aert ne démarre pas avec le statut d'ultra favori comme il aurait pu l'avoir l'an dernier. Certainement pas. On a même peur qu'il soit un peu court justement pour la gagne. Ouais. Dans le coup, mais pas justement de là à gagner. Et c'est vrai qu'on se pose la question maintenant, comment va-t-il faire pour gagner ce Newsblad? Comment faire à Kuurne? Sachant que la vitesse dans un sprint massif, on peut l'oublier, donc arriver au sprint à Kuurne, on oublie. Mais est-ce qu'on peut encore miser sur un scénario, miser sur un sprint au Newsblad, parce que ça peut également arriver avec des maniers, etc. C'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais montré l'explosivité pour justement faire des différences dans les bergs. Et j'ai l'impression qu'en fait, il va être très fort. Il va être un des plus forts. Mais il ne va pas être en mesure de faire une Van der Poel ou un Poggi, c'est-à-dire démarrer à 80 km de l'arrivée. Ciao, moi, je vais faire ma petite popote tout seul et je fais un petit solo. Donc, c'est compliqué. En plus, en face, on a une équipe Emirates qui aligne un collectif qui fait là, franchement, très peur. Ouais. Avec Morgado, Polit, Narvaez, Vermeersch, Wellens, Bjerg et Eregots. Bon courage. Bien, on va donner maintenant la parole à Anto, qui l'a vu à de nombreuses reprises pendant tout cet hiver. Il a essayé de se rassurer par le cyclocross, et par ce biais-là aussi qu'il a essayé de se rassurer. Est-ce que toi, tu es rassuré sur le fait qu'il va pouvoir arriver en pleine forme dans ces classiques qui sont à chaque fois l'objectif de sa saison? Pour l'instant, les objectifs, de toute façon, il l'a dit, c'est Flandre-Roubaix, et Ouais. ça nous laisse un bon mois quand même. Ok. Après, c'est sûr, et je rejoins totalement plein de gens, je pense, et notamment James. Il n'a pas rassuré sur ce début de saison, notamment à la Classique à Rennes, là, où c'est une course qui devait, rouler pour Toilette, ouais. voilà, qui devait lui sourire, enfin, qui était dans ses cordes. On l'a vu se mettre à la planche. Bon, il a fait le boulot quand même, attention, hein, il a repris quand même pour bosser pour Tulette. Ce qu'il a fait à l'Algarve, bon, oui, il y a ce chrono sur le dernier jour, mais le reste du temps, on n'a pas vu un Wout. En fait, ce qui lui manque, c'est la giclette, clairement. Alors, tout à l'heure, vous entendez chercher ce mot. Il a pas de giclette. Il est diesel. Ouais. On l'a vu sur les cyclocross aussi, où il avait toujours au démarrage un peu de temps. Les cyclocross, ça a été différent. Pour moi, il y a eu un loupé. On l'a dit dans les podcasts cross. J'ai pas compris. On n'a pas vraiment compris la stratégie. Cet alignement, finalement, au championnat du monde, on le voulait tous. Mais on n'a pas spécialement compris pourquoi on n'a pas cherché vraiment. En fait, on savait pas s'il y avait de la peur d'affronter Van der Poel ou si on était vraiment dans la préparation. Alors lui, il a parlé d'une bulle cyclocross. Maintenant, là, il faut savoir aussi quand même qu'il est retourné depuis le cyclocross, qu'il est retourné à TID, rouler. Donc, attention, vous savez très bien que quand ils vont rouler comme ça, quand ils reviennent après, il y a un temps pour digérer. C'est ça. Donc voilà, il faut tout calculer. Je vais pas tout calculer pour tout vous dire. Maintenant, c'est sûr que ce qu'il nous a fait les derniers jours-là, c'est pas du grand Wout. Et pour moi, ce n'est pas le favori du Newsblad. Hein. Enfin, c'est un très gros outsider, mais je peux pas le mettre comme favori. Pas en tout cas sur ce qu'il nous a fait voir. En plus, on va avoir des conditions météo visiblement qui vont être très bonnes ce week-end. Je sais pas sur la Belgique, mais en tout cas sur le nord de la France et dans ce beau temps. S'il y avait eu un petit peu de mauvais temps, peut-être que ça aurait pu jouer un petit peu en sa faveur, parce que voilà, on sait, faut quand même piloter sur ce genre de parcours. Pour moi, non, il a pas été très rassurant sur ce début de saison, sur ces 7-8 premiers jours de course.
Et c'est pas en tout cas le grand favori pour moi de ce premier week-end d'ouverture en Belgique. On va pouvoir faire un petit tour des favoris. On a parlé du AE avec une grosse ossature. Ça, c'est comme d'habitude sur toutes les courses. On a Arnaud Delis pour la loto, pourquoi pas. Tom Pidcock, on en parlait pour Q36.5. J'essaie de remonter tranquillement sur les différents favoris. On a une équipe Lidl Trek qui vient sans Mats Pedersen. Jesper Stuyven est là, en tout cas pour l'instant, pour le moment, évidemment. Un Tratnik, attention chez... En fait, la Bora, c'est ça que je regardais. La Bora, ils arrivent. Ouais. La Red Bull Bora Hansgrohe, on va dire le nom en entier. Il y a Tratnik, il y a Oyer Lascano et Jordi Meus si jamais ça arrive au sprint. Guillermet est là aussi. Il y a Spur Philipsen est là. Soudal Quickstep arrive avec Yves Lampard, même si c'est un peu plus compliqué. Paul Madier. Mine de rien sur le papier. C'est l'équipe Red Bull, pour moi, c'est l'équipe Red Bull. Bora Hansgrohe qui peut être la deuxième avec UAE, non? Je sais pas, James, t'as l'air dubitatif. J'ai quand même confiance envers l'expérience de Visma Lease the Bike, même si ça n'a pas été un festival jusqu'à présent. Il y a quand même du métier. J'ai quand même envie de croire qu'un Benoît, Campenarts... Campenarts qu'on n'a pas vu encore pour l'instant. Non, Campenarts, il a pas pris. Je pense que voilà, on a quand même un bloc qui a du métier avant tout. Et peut-être justement que même si on n'est pas le plus fort, peut-être qu'à l'expérience, on peut peut-être arriver au bout du compte à quand même tirer son épingle du jeu. Je mise un peu là-dessus. Peut-être un Van Aert un peu moins fatigué de son stage qui avait l'air quand même d'être costaud. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu attends, toi, de ces classiques pavés? Parce que c'est intéressant maintenant que ça arrive. Parce que l'année dernière, on a vu quand même un solo d'un seul artiste dans ces classiques. Toi, maintenant, pour toi, c'est ce qui est le plus important dans la saison, comme beaucoup de coureurs, évidemment. Qu'est-ce que tu attends de ces classiques, finalement? Parce que, voilà, maintenant que ça arrive, je suppose qu'il y a quelque chose qui t'émoustille. J'attends qu'on puisse... que quelqu'un arrive à battre Pogacar sur les courses où il va s'aligner. Ouais. C'est ça, en fait. C'est que tu penses que Van Der Poel... Bah non, mais ce qu'on attend de toute façon tous sur ces genres de courses-là, ce sont des courses toujours très spectaculaires parce que il y a du pavé, il y a des monts, il y a du sable, tu vas prendre l'estradé, toutes ces choses-là. Tu sais très bien que j'ai vu toutes ces courses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ces courses, il y a du suspense. Clairement, ce qu'on veut à chaque fois là-dessus, c'est qu'il y ait du suspense, qu'il y ait de la bagarre. S'il y a un mec qui vient et qui nous plie la course à 80 bandes de l'arrivée, terminé, bonsoir, moi je me barre de la télé puis je veux voir autre chose. Donc ce que j'attends, c'est d'avoir du spectacle. Pourquoi pas des affrontements Van Aert, Van Der Poel, on les attend. On attend un grand Roubaix et un grand Flandre. Moi j'attends vraiment Roubaix, vraiment, parce que ça fait des années qu'on s'ambiance, qu'on se sauce tous les hivers, ou de ceci ou de cela. Il y a toujours une galère, à un moment il y en a marre, il va falloir que ça mette au fond. Donc j'attends un grand Roubaix. Il le mérite. Il le mérite et il faut qu'à un moment ça tourne. Maintenant, on n'a toujours pas les infos, mais vous avez vu comme moi, je pense, sur les réseaux, Poggi qui va rouler sur les pavés d'Ambert d'une facilité déconcertante. Je sais pas si ce sera pour cette année, mais il y viendra de toute façon, c'est sûr. Donc voilà, non, moi j'attends qu'il y ait des courses avec du suspense. Des courses spectaculaires avec du suspense. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le chat, on demande aussi du suspense. James, est-ce que pour toi les cartes sont un peu rebattues? Parce que là, pour l'instant, on parle notamment de Roubaix, parce que Tour des Flandres, c'est vrai qu'il y aura Pogacar, on attend un duel notamment avec Mathieu Van Der Poel, il y en a eu par le passé. Est-ce que pour... on va dire pour cette année, est-ce que tu penses que là il y a un peu plus, avec peut-être un Van Aert de retour en forme, avec un Van Der Poel, on ne sait pas, évidemment à chaque fois quand il revient, là il y a quand même eu un point d'interrogation, même si on l'a vu très fort sur les cyclocross, mais c'est toujours différent. Est-ce que tu penses qu'au moins, je sais pas, un Pedersen ou autre, est-ce qu'il y a un peu plus de suspense avant d'arriver dans ces classiques? Non? Pas forcément. J'ai pas forcément l'impression qu'il y a plus de suspense qu'avant. Et je rejoins Anthony, on a tous envie de voir Wout gagner un des deux monuments parce qu'il le mérite. On a surtout envie de voir une équipe Visma au service de Wout. Oui, et surtout au service de Wout entièrement, et pas ces histoires de je te donne la victoire, etc. C'est tout pour Wout, et qu'on arrête aussi d'avoir la poisse. À un moment donné, il faut que ça tourne, pas de crevaison, etc. Ouais, on veut du duel, ouais. Voilà. Maintenant, avec les deux autres derrière, avec Poggi et Van Der Poel, ça va être compliqué. Pedersen va encore être très fort. Moi, je suis curieux de voir Milan sur les classiques aussi. Ouais, c'est vrai. Un grand Wevelgem.
Ça va pas être simple non plus. Aller, Et je regarde, en regarder la start list, il y a pas de Laporte. Laporte, il est Laporte, il est où? out, il est Il était malade, malade. oui, mais dernièrement, ouais. ouais, Ok, ouais, ok. ouais, il va rater jusqu'à Stradé inclus. Donc ça, voilà, la spirale négative et de poisse, elle continue pour cette Visma. C'est insupportable et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Et c'est sûr qu'on peut, on peut avoir un peu peur pour le début des classiques. Il faut espérer que tout ça soit bien orchestré et bien calculé pour être au summum de sa forme Éviter de pour tomber. pour Roubaix et le Tour des Flandres. Parce que là, à court terme, je crois que Nusblatt, Kurn, ça va être Ouais. compliqué. Ouais, dans le chat, on dit vraiment pour le Ronde, tout le monde est unanime en tout cas. Pour le Ronde, c'est mort pour Wout et tout, c'est trop dur. Maintenant, c'est devenu trop dur parce que cette fameuse giclette, mais qui peut Ouais. encore récupérer. C'est vrai que ça fait peur. Enfin, C'est vrai que ouais. ça fait un peu peur. Surtout vu les deux monstres qu'il a à côté de lui. Ouais. S'il n'y avait pas ces deux-là, on se dirait bon, ça va, il peut faire Inuan Musset. Qui a Après, ça d'ailleurs dépend aussi déclaré, de la course. qui a d'ailleurs déclaré moi je suis un peu inquiet pour lui parce qu'il a quand même 30 ans. C'est le moment. C'est Bah oui, le bah ça. coureur flamand, le spécialiste de classique, à 30 ans, il a cette maturité normalement. C'est à cet âge-là où il doit scorer. Donc il faut vraiment que ça passe parce que les années avancent quand même malgré tout pour Wout. Et il n'a toujours pas gagné un des deux. Et ce serait quand même, vous imaginez, un coureur de ce talent-là, Ouais, vous imaginez qu'en fin de carrière, il n'y a pas de monument au bout du compte. En tout Pas de cas, un monument de ces pavé. deux-là, ce serait Ouais. complet. Ce serait une anomalie Parce totale. qu'il a aimé Serre quand même. Mais c'est vrai que oui, en fait, à chaque fois, on discute avec Jérémy Sakian, bien sûr, qui fait partie de la famille. On dit que Christophe a pour l'instant une meilleure carrière que Wout van Aert. Et dans 20-30 ans, quand on montrera ça à nos enfants, nos petits-enfants, ils diront c'est qui ce Van Aert là et qui a gagné qu'une seule coursette dans sa carrière alors qu'il a marqué quand même une génération et il continue de la marquer, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'on lui souhaite en tous les cas. Après, pour répondre à ça, il y a quand même une aura. Oui, voilà, ça c'est clair. Que Christophe n'aura jamais. Ça, je suis d'accord. Ouais, mais bon, c'est juste, on en Il fait n'y a toujours pas que le palmarès parallèle. qui compte. Anto, je sais que t'es pas hyper fan de ça. On va faire les paris sur Let Newsblad, mais avant, il y a un tout petit quiz. Reste là. Allez, vas-y, j'ai allumé pour Cycling Stat. Allez, c'est bon, vas-y. Non, je Ce rigole. quiz est une dictature orchestrée par moi-même. En vrai, J'ai pas compris la question, c'est 6 petites questions. Le chat peut jouer évidemment, mais comme vous avez un peu de délai, allez-y dès que vous pouvez. C'est sur le Het Newsblad, justement, sur un peu sur l'histoire, un petit peu dans tout ça. Je vais essayer de faire assez rapide parce que voilà, on essaie de terminer vite. Le quiz donc sur cette classique belge de renom. Première question. Donnez-moi le nom d'un recordman de l'épreuve du Het Newsblad. Ils sont 3 victoires. Est-ce que vous pouvez me donner un nom ? C'est compliqué. Tu sais, Non, mais par contre, c'était un coureur qui a couru à la même époque, qui a gagné 3 fois notamment. C'est pour ça que je vous aide sur un. Qui a couru à la même époque, vainqueur de. Pas la même écope, mais je dirais Boonen. Non, vainqueur Il de l'a jamais Paris-Roubaix, gagné. Il l'a jamais gagné. vainqueur la du Tour des seule Flandres. Vainqueur du Tour de Flandre à 2 reprises, vainqueur de Paris-Roubaix en 2003. C'est un Belge. Un Belge spécialiste des classiques. Van Petegem. Van Petegem, c'est une bonne réponse, mon cher James, qui a remporté 3 fois ce Het Newsblad. Ouais, tout à fait. C'est l'un des recordman avec. Alors, c'est que des Belges. Ernest Sterckx et Joseph Bruyère. Je ne sais pas si tu connais de l'autre côté, mais bon, voilà. Plusieurs coureurs sont à 2 victoires. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas belge. Qui est celui qui a gagné 2 fois sur Het Newsblad ? Non, et qui n'est pas belge. Non, ce n'est pas un néerlandais. Pour vous aider, on continue. Ce n'est pas un néerlandais. C'est un c'est Stannard. C'est Jan Stannard. C'est une bonne réponse pour mon cher James, qui a gagné 2 fois de suite. Il a piégé notamment l'équipe Quick-Step à l'époque. On peut se refaire l'édition la plus légendaire qui va être difficilement battable. Tout à fait, je me rappelle très bien. Troisième question, déjà la troisième question. Premier français de l'édition 2024. Est-ce que vous pouvez me le donner ? Pas la porte, c'est pas la porte. Moi j'aurais dit Laporte. Eh bien, c'est une bonne réponse d'Anthony. Voilà, merci. Alors, il y a pas. C'est Christophe Laporte, 5e place. L'année dernière, parce que je l'entends dire pas Laporte, je dis bon, il le dit pas. Alors, j'aurais dit Laporte, mais vu qu'il a répondu avant pas Laporte, non, alors au départ. Et donc, du coup, j'enchaîne avec la 4e question. On va passer du côté belge. Quel est le dernier vainqueur belge de ce Het Newsblad ? Parce qu'il y en a eu beaucoup, mais ça n'est pas en tout cas l'année dernière. Quel est le dernier vainqueur ? Tic-tac, tic-tac.
C'est une bonne réponse dans le chat, ça a été donné. C'était un certain Wout van Aert en 2023. Ah, Oui, qui l'a Wout. remporté. On passe dans le cyclisme féminin, vous allez adorer. Beaucoup de Belges ont remporté cette course chez les hommes, mais chez les femmes, c'est différent. Une seule Belge, une seule a levé les bras. Qui est-elle? Yolande D'Or. Non, c'est plus récent. Pas elle. Copé- Ah, Kopecky merde, C'est une bonne réponse d'Anthony Nicolas. C'est Lotte Kopecky en 2023. Lotte ouais. qui Ça doit être la était- seule belge que je connais, qui avec était- sa mécante, bien Ah, évidemment. c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question, parce que c'était dans tes cordes. Lotte qui a été donné dans le chat, juste derrière. Je suis désolé, je suis intransigeant. Ensuite, quelle est la tenante du titre? Et je pose cette question parce que c'est trouvable de l'autre côté. Marianne Vos. Marianne Vos, c'est une bonne réponse d'Anthony Nicolas. C'est incroyable, qui est en train de revenir dans le paquet. 3 points pour Anto, mais qui est devant même. 2 points pour James. Tout va se... Alors là, ça va être très dur. Tout va se passer dans cette dernière question, parce que j'en ai fait une dernière pour vous. Elle est juste pour vous. C'est le ping-pong. Je suis désolé, le chat, vous allez pouvoir en donner vous aussi. Le ping-pong, c'est quoi? Évidemment, c'est de savoir qui était dans le top 10 l'année dernière. Il va falloir me nommer. Chez les hommes, il faut donner les 10 premiers. Les 10 premiers. Vous donnez un coureur. Ça, et puis comme ça. c'est impossible, ça, je vais Alors, pas y arriver. du coup, Anto commence, parce que peut-être tu vas te rappeler du vainqueur. Je te laisse commencer, James, dérange pas, puisque il a l'air. Donne-moi un coureur du top 10. Anto, tu commences. Tratnik. Ah non, mais c'était pour. Bon, c'est pas grave. James commence. Bah, c'est Tratnik. Je vais dire Laporte. Laporte est une bonne réponse. Bien joué. Ensuite, je peux vous aider au bout d'un moment. Donc, 2 noms sur 10. Alors, Pavel Sivakov, on me donne dans le chat. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Il y a encore des Belges, il y a encore. Il y a un Britannique pour vous aider, un Allemand et un Italien. Voilà, je vous l'ai donné. J'ai Nils Pollitt. Nils Pollitt, c'est une bonne réponse. Deuxième. Anto. Il y a un Italien. Italien, Britannique et que des Belges sinon. Oh. Trentin. Trentin, c'est une bonne réponse, mon cher Anto, c'est magnifique. Italien. La patate chaude est pour toi. Bétiol, non, ce n'est pas bon dans le chat. Donc il reste plus qu'un Britannique et que des Belges. Alors, Dely. Arnaud Dely, 10e, c'est une bonne réponse. En effet, voilà. Je pensais Anto. qu'il était bien plus haut. Anto, C'est un il te reste- Britannique, attends, je vais t'aider. Britannique. Il reste encore un Britannique Il est pas pire. et 3 Belges. 4 Belges. Vous avez entendu, vous avez oublié un des plus importants. Adam Yates n'est pas bon dans le chat. Un Non, Britannique, mec, il fait pas ça. un spécialiste. C'est que des spécialistes en Non. tout cas de Je vais dire. Lampard. Lampard, c'est une mauvaise réponse malheureusement. Est-ce que Ouais, vous avez le Britannique? non. Est-ce que tu as le Britannique? C'est très simple, Non, il a changé d'équipe à l'intersaison et il est présent cette année en 2025. C'est Tom Pitcock qui était présent. Déjà dans le Putain, top je l'ai dit, j'ai dit En Tom plus, Pitcock, il il l'a a pas dit, fait. quoi. J'ai dit. Il y avait Jasper Stuyven, 7e, Lorenz Rex, Ouais. 6e, et vous avez oublié Wout van Aert, Ah, Wout. 3e. Bah Ouais. oui, Wout, oui, Oh. voilà. Voilà, c'est Ouais. pas grave. Écoutez, ça fait une petite égalité, voilà, parce que chacun marquait des points. Ouais, je suis très sympathique aujourd'hui dans le quiz et on va passer directement au pari pour terminer sur ce Het Newsblad. Ah, c'est même pas vrai. Alors, qui vous me donnez en 2025? Qui va remporter ce Het Newsblad? Qui vous mettez votre argent sur quoi cette année? Parce que sprint, pas sprint, c'est difficile de choisir un petit peu pour cette course un peu C'est particulière. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Je redonne un petit peu tous les favoris. Donc, Guilherme, Van Aert, Tratnik qui est là aussi, Lascano, Philipsen pour nos amis Alpecin, De Koninck, Yves Lampart est là aussi, Paul Magnier, Dylan Teuns, Matej Mohoric, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oliver Nassen, Casper Asgreen, mais bon, vu le chrono la dernière fois, Stéphane Kung, on a aussi du Joshua Tarling qui a été très bon aussi dernièrement, Garcia Cortina, Jasper Stuyven, Tom Pitcock, Degenkolb, Bétiol, Morgado et toute l'équipe UAE, voilà. Joe Blackmore aussi est là, voilà. En gros, j'ai fait un petit peu tout le tour de cette startlist avec Pitcock et Trentin aussi. Alors, 2 minutes, mon cher James. En effet, 2 minutes. Je commence. Je vais en citer 2, si je peux. J'ai Florian Vermeer chez Mathias Vacek. Ah, Mathias Vacek qui était très bon, qui est très bon sur le tour de la communauté de Valence, si ma mémoire est bonne. Voilà. On me dit dans le chat, est-ce qu'il y a Tudor? Il y a bien Tudor avec Trentin, notamment dans Errant, et Lampard ou Kung, on me dit dans le chat. Anto? Je veux dire, je vais rester sur Tratnik.
très bien. Tratnik pour la deuxième Grosse victoire. cote, je pense. Hein. Ouais, c'est pas mal, même s'il a dit qu'il se sentait capable de regagner une deuxième fois. Évidemment, s'il dit l'inverse, ça serait compliqué. Moi, je vais donner Jasper Philipsen. Voilà. Je dis que ça va, et que cette année, en fait, il gagne pas le sprint, mais il gagnera le Het Nieuwsblad pour se venger de tout ça, de Merler et Milan et compagnie. Voilà, c'est terminé. Merci à James, surtout d'avoir été de bout en bout. C'était un honneur d'avoir partagé ce podcast avec toi. Merci Anto d'être venu pour parler des classiques et d'un coureur que tu apprécies particulièrement. Et puis on se retrouve après les classiques pour parler un petit peu de tout ça, pour voir ce qui s'est passé, si tout va bien, s'il y en a un qui a appuyé sur l'accélérateur ou pas. On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, salut les gars. Ciao. Salut. Bye bye. Ciao. Ciao.